Donc bonjour à tous, je reçois ce soir Sébastien Diegues et Nicolas Gauvry. Messieurs, bienvenue sur Liberté Académique. Bonjour, Merci. merci. Bonjour. Sébastien, je vais commencer par vous. Vous êtes psychologue et neuroscientifique à l'Université de Fribourg en Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Oui, correct. Ouais, et vous y êtes postdoctorant au département de médecine et de neurologie. Oui, collaborateur scientifique. D'accord. Donc voilà quoi, je suis plus tout à fait postdoctorant, puis pas tout à D'accord. fait voilà. Chercheur, Ok, on va dire. ok. D'accord. Il faudra dire à votre employeur de mettre Oui, à jour parce que il faut ouais. changer, c'est ma faute ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Si t'es pas très à jour. D'accord. Alors, vous avez reçu votre doctorat en 2011, si je me suis bien renseigné, et le titre de votre thèse, c'était Bodily Ownership, Tactile, Visual and Motor Mechanisms. Et vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Mots d'artiste, qui a été publié en 2010. Oui, et peut-être plus proche de notre sujet, j'en ai un en 2018 qui s'appelle Total Bullshit. Ah Sur oui. la philosophie, la science du bullshit et de la post-vérité. Ah mais oui, mais je sais pas pourquoi je l'ai raté celui-là. En plus, je le savais, mais ok, ben merci de Je vous l'ajout. en prie. Merci de l'ajout. Donc Nicolas, vous êtes psychologue et mathématicien à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Lille. Vous êtes maître de conférence et vous êtes également chercheur au laboratoire CHART, j'imagine qu'il faut prononcer, qui est commun à l'École pratique des hautes études et à l'Université de Paris-Saint-Denis. Vous avez reçu votre doctorat en 2001, il me semble, et le titre de votre thèse, c'était la logique contextuelle. Et vous êtes membre du comité de parrainage de la revue Science et Pseudosciences, et également l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Stade pour Psycho, qui avait été publié en 2005, et plus récemment Les Surdoués Ordinaires, publié en 2014. Donc si je vous ai proposé à tous les deux de venir discuter aujourd'hui, c'est à la suite de la publication de votre article dans le journal Current Biology. Donc le titre de l'article, c'est Creationism and Conspiracism Share a Common Teleological Teleological Bias. Et vous l'avez coécrit tous les deux avec également Pascal Wagner-Egger et Sylvain Delouvet. Alors, la thèse principale de l'article, si je ne me trompe pas, c'est que la pensée téléologique sous-tend à la fois l'adhésion au créationnisme et aux théories du complot. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier pour expliquer un petit peu brièvement dans un premier temps disons les grandes lignes quoi. Je commence, je me lance. Ouais. Je t'en prie. Ouais. Ça marche. Je vais donner mon. Tu pourras compléter après, Sébastien, oui, parce que tu suis mieux que moi toute cette histoire. Mais moi, je vois ça comme ça. En fait, on avait d'abord travaillé un autre article avant, il n'y a pas très longtemps, où on s'était interrogé sur le lien entre l'adhésion aux théories du complot et la perception du hasard. Et ça, c'était venu dans une raison de s'intéresser à cette question. C'est qu'assez souvent, dans les arguments conspirationnistes, on lit des trucs comme par hasard, bien des descriptions de coïncidences, avec le fameux coïncidence, je ne crois pas. Voilà. Et donc, on se disait, peut-être c'est ça qui fait que les gens croient, pour ceux qui croient beaucoup aux théories du complot, peut-être que ça vient de là. Peut-être qu'en fait, ils sont victimes d'un biais lié à la perception du hasard et qu'ils ont l'impression que des choses qui en fait sont, selon les probabilités relativement plausibles, sont très improbables. Et donc ça leur fait penser que, par exemple, quand on dit que quelque chose est arrivé par hasard, pour eux c'est pas possible à cause de ça. Et donc on avait testé ça de manière très abstraite, c'est-à-dire qu'on avait c'est simplement une étude corrélationnelle, mais on avait regardé dans la population générale, dans plusieurs études, l'adhésion aux théories du complot. Donc c'est sur un continuum, on ne classe pas entre conspirationnistes et pas conspirationnistes. C'est simplement les gens croient plus ou moins aux théories du complot. Et puis on avait fait passer des tests de perception du hasard, mais sur un matériel très abstrait au départ, avec des suites de pile ou face, selon une méthode qui a déjà été utilisée plusieurs fois, avec des suites de pile ou face, et puis il fallait dire si c'était conforme à ce qu'on attend du hasard ou pas, quoi. Voilà. Et on pourrait détailler un peu, mais si je passe rapidement là-dessus,
Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est aucun lien entre les croyances conspirationnistes et la perception du hasard. Donc on a trouvé que les gens qui croient beaucoup aux théories du complot ont la même vision du hasard que les autres. Et en plus, on a confirmé que cette vision était assez bonne et pouvait s'expliquer mathématiquement. Donc du coup, on a voulu creuser un peu parce que quand même, ça nous étonnait qu'il n'y ait rien derrière ça. Et on s'est dit, c'est peut-être qu'on a eu tort d'opposer le hasard et le déterminisme. Parce que sur les suites, là, par exemple, de Pile ou Face, on demandait simplement est-ce que ça a été obtenu par hasard, d'après vous, ou est-ce que ça a été obtenu par un mécanisme déterministe, inconnu, qu'on ne précise pas. Puis on a fait un petit peu varier au fil des expériences, mais quand même, on n'avait jamais rien trouvé. Et je pense que c'est Sébastien qui a eu l'idée, mais donc il précisera, il me corrigera s'il faut, qu'en fait, il ne fallait pas opposer le hasard simplement au déterminisme, mais à une sorte de cause finale ou de finalisme qui correspond à ce qu'on appelle dans l'article le biais de téléologie, c'est-à-dire une pensée où en gros, on pense que les choses arrivent parce qu'il y a un objectif, un but final qui n'est pas forcément une volonté. Il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui réfléchit et qui a un objectif. Mais par exemple, on peut imaginer que la nature se développe pour aller vers quelque chose. Même s'il n'y a pas de Dieu, on peut imaginer des choses comme ça. Et voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. C'est une sorte de suite de notre première étude sur le hasard. Voilà. Et ce coup-là, on a trouvé quelque chose. Okay. Alors Sébastien, je te laisse clarifier, corriger tout ce que je viens de dire. Voilà. Est-ce que je reprends parce que oui, donc là on a entendu le mathématicien du groupe parler parce qu'il se trouve que Nicolas et ses collègues ont développé une méthode pour étudier la perception du hasard de manière relativement objective, parce qu'on se dit mais le hasard c'est quelque chose de subjectif, ça dépend des gens comme ça. En fait, il existe un modèle mathématique qui permet de quantifier le taux de complexité dans les choses, et donc d'avoir une mesure objective du hasard. En fait, l'idée elle est importante. C'est pour ça qu'on reste un peu sur cette question de hasard, parce que c'est vrai que les complotistes eux-mêmes disent souvent comme par hasard, et donc on peut penser qu'ils rejettent le hasard, et donc dans leur rhétorique même, il y a un rejet du hasard, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, en gros. Mais il n'y a pas que les complotistes qui disent ça, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent aux théories du complot, en particulier des politologues et des sociologues, qui ont écrit, qui continuent encore à écrire, que l'un des ressorts du complotisme, c'est le rejet du hasard. C'est-à-dire que ça vient de gens qui ne supportent pas que des choses puissent réellement se produire par hasard et qui cherchent à y mettre de l'ordre et du sens, en particulier via des théories du complot. Alors non seulement il n'y a pas de preuve que c'est le cas, que les complotistes véritablement rejettent le hasard, mais nous, on a des preuves qu'ils ne rejettent pas le hasard, en tout cas pas plus que des gens qui sont pas complotistes. Donc cette hypothèse, nous, on la considère comme fausse, même si elle reste extrêmement populaire. Et donc, il faut chercher ailleurs. Effectivement, comme l'a dit Nicolas, il y a tout de même des raisons de penser que dans le complotisme, il y a un besoin, quelque chose de psychologique, on va dire, de trouver une signification aux événements. Et donc, l'idée, c'est que on peut voir les choses comme ça, en fait. C'est que si vous dites que rien n'arrive par hasard, c'est que tout un tas d'événements, de détails, vous avez un attentat ou une catastrophe naturelle ou quelque chose se produit, et vous avez des faits, des éléments, des preuves comme ça qui sont plutôt
relativement éparpillées comme ça. Donc le travail du complotiste, c'est de tisser des liens entre ces choses. Hein. C'est comme ça qu'on perçoit souvent le complotisme. Donc on tisse des liens entre des choses. Voilà, quoi, telle ou telle personne était là à cet endroit. Il se trouve que cette personne est le beau-frère d'un autre individu qui est propriétaire d'une usine d'armement. Cette usine d'armement est en lien avec le gouvernement israélien qui lui-même a des accointances avec. Et vous procédez comme ça. Et donc, de fil en aiguille, presque littéralement, vous reconstituez du sens et une sorte de complot. Et c'est comme ça qu'on se figure souvent que les complotistes fonctionnent. Mais en réalité, il y a même pas besoin de procéder comme ça pour être complotiste. Plutôt que de tisser des liens entre les choses et de trouver une signification générale, il vous suffit en fait d'aller droit au but, c'est-à-dire d'envisager directement le complot et ensuite tout prend place, pour ainsi dire, naturellement. Et c'est ça, en fait, à proprement parler, la pensée téléologique. C'est une sorte de vision finaliste du monde qui identifie immédiatement une cause ultime, une fin en soi aux choses. Donc, si vous avez quelque chose qui se produit, encore une fois, n'importe quoi, un accident, un attentat, une catastrophe naturelle, des fluctuations boursières, tout ce que vous voulez, c'est toujours possible d'envisager une cause ultime, laquelle est responsable de tout ce qui se produit sous nos yeux actuellement. Donc tout s'explique en fonction d'une cause ultime. Mais c'est différent de dire que rien n'arrive par hasard. Donc si vous m'avez suivi jusque-là, parce que je parle peut-être un peu longtemps, mais si vous m'avez suivi jusque-là, peut-être vous commencez à saisir le lien avec le créationnisme. Parce que le créationnisme, c'est rien d'autre que ça. C'est de percevoir le monde tel qu'il est en ce moment, avec toute sa richesse, toute sa complexité, et expliquer toute cette complexité via une cause ultime et distante, c'est-à-dire l'acte créateur, en l'occurrence de Dieu, mais plus généralement en termes plus métaphysiques, disons qu'une cause ultime, laquelle est responsable de tout et qui explique en somme tout ce qui se produit. Et donc le créationnisme fonctionne un peu comme le complotisme, puisque le complotisme n'envisage pas un Dieu créateur qui a fabriqué le complot à proprement parler, mais une entité nébuleuse qui sont les conspirateurs, qui sont plusieurs, mais enfin, comme on ne sait pas vraiment qui c'est, puis comme ils se ressemblent un peu tous, puis comme ils ont les mêmes buts et les mêmes intentions, on peut les considérer comme une entité simple, une entité unique, qui est cachée, qui est dissimulée, qui ne montre pas ses intentions et qui en plus est extraordinairement puissante, parce que le complot ne rate pas et il se produit exactement comme il était prévu. Ce qui est une idée souvent assez forte dans le complotisme, c'est que tout s'est déroulé comme prévu. Donc, ce qu'on trouve dans cette étude qu'on vient de publier là, c'est que c'est effectivement le cas que les complotistes, ils ont une tendance à voir les choses sous ce biais téléologique, et qu'en plus de ça, les créationnistes ont tendance à être complotistes plus que les gens qui sont pas créationnistes. Et donc, nous, on trouve une association forte entre ce biais particulier de la pensée et le complotisme et le conspirationnisme. Mais on trouve aussi, à nouveau, que la perception du hasard, à proprement parler, n'a aucun lien ni avec le créationnisme, ni avec le complotisme. C'est là que se situe, disons, que l'avancée proprement théorique du travail, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire que les complotistes sont des abrutis ou que les créationnistes pensent de travers. C'est pas, ça nous intéresse pas tellement. Ça, on cherche à comprendre comment ça se passe, quoi. Donc voilà, voilà, je suis désolé d'avoir fait un peu long, mais c'est un peu ça le background et les résultats de l'étude. Au contraire, c'est très bien en fait de développer en longueur. Hein. C'est le format qu'on se donne, c'est le format long, donc n'hésitez pas vraiment à développer. Il n'y a aucun souci, au contraire. Oui, je me demandais juste avant de poursuivre la discussion de vos résultats, comment est-ce que vous avez évalué les croyances, disons, de type complotiste des participants à l'étude?
Tu te rappelles, Nicolas? Parce que, on a utilisé plusieurs échelles qui sont... Ça fait plusieurs années quand même qu'on est dessus. Ouais. Et... Alors, je me souviens plus exactement du détail, mais je peux dire de manière générale, on a pioché en tout cas dans des échelles qui sont régulièrement utilisées. Et en gros, c'est toujours des questionnaires où les gens doivent noter s'ils sont plus ou moins d'accord avec des théories conspirationnistes. Et quand c'est bien fait, dans les échelles qui sont bien validées et tout ça, en général, la question est posée de manière assez neutre. Et simplement, il y a au moins 2 grands types d'échelles, puis peut-être 3, mais il y a des échelles qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui portent sur des théories du complot classiques, genre le 11 septembre, qui est toujours là. Ouais. Alors ça, c'est peut-être un peu embêtant parce que du coup, ça devient obsolète assez vite. Et déjà, le 11 septembre, ça fait un petit moment. Il y a carrément des théories du complot historiques. Kennedy. Voilà, comme Kennedy, qui du coup sont même pas connus de certains. Enfin, donc ça pose ce problème-là. Et puis elles dépendent souvent de cultures spécifiques. Il y en a qui sont plus populaires en Angleterre, d'autres populaires aux États-Unis, d'autres plutôt en Europe de l'Est. Donc c'est voilà quoi. Et puis il y a aussi des échelles beaucoup plus généralistes où on parle pas de complot particulier, où on demande si globalement les gens pensent que des groupes cachés, disons, dirigent le monde sans qu'on le sache, ou des choses comme ça. Mais bon, ça mesure à peu près la même chose. Hein. Mais il y a aussi des échelles plus spécifiques, pour le coup, alors qui ne portent pas sur des complots particuliers, mais où on regarde, par exemple, si les gens pensent qu'il y a des complots personnels. Là, c'est à partir d'histoires, en général, où on leur raconte une histoire, on leur dit, voilà, par exemple, vous arrivez au travail, et puis vous trouvez que les gens sont un peu distants, et puis après vous êtes convoqué par le patron, et puis il vous apprend que vous allez être licencié. Et là, on doit dire si spontanément on en déduit que tout le monde a comploté pour qu'on soit licencié, ou si plutôt, disons, l'explication pas conspirationniste du tout, ce serait que simplement ils osaient pas parler parce qu'ils étaient embêtés, parce qu'ils le savaient, ou alors juste ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, donc ça c'est un autre type. Alors celles-ci on les a pas utilisées parce que ça ne paraissait pas pertinent. Mais si je me souviens bien, on a utilisé les 2 autres types d'échelles. Mais il faudrait vérifier dans le matériel supplémentaire. Oui, non, mais parce qu'on a 3 études, puis on a varié les outils de mesure pour voir aussi pour confirmer la validité de certains questionnaires et pour confirmer aussi la validité des résultats qui sont indépendants en fait des tests qu'on a utilisés. On a aussi utilisé un autre test que j'aime bien, c'est un complot imaginaire en fait. Je sais plus, il y a un car avec le président de la Moldavie qui a un accident. Enfin bref, on était un président dans un pays qui n'existe pas et les gens doivent évaluer si c'est plutôt le fait d'un complot ou non, ou s'ils connaissent ça d'une manière ou d'une autre. Donc on utilise aussi des complots imaginaires, des faux complots, et puis ce qu'on appelle les complots classiques, et finalement les complots génériques. Donc avec tout ça, ça nous donne pas mal de mesures en fait du complotisme, et on peut soit en faire un score unique, soit regarder s'il y a des différences entre ces différents tests. Mais en gros, ce qu'on trouve en général, c'est que le complotisme forme une sorte de mentalité relativement homogène, c'est-à-dire que tous ces tests convergent vers, servent à identifier des personnes plus ou moins complotistes de manière assez fiable. Il faut aussi donner une précision sur donc on a juste dit un mot au début sur la population étudiée, où là on a un problème qui est pas seulement le nôtre, qui est celui qui concerne à peu près tous les chercheurs dans le domaine. C'est qu'on met généralement pas la main sur les complotistes purs et durs. Pour des raisons qui m'échappent, ceux-ci sont plutôt méfiants, ils sont pas très collaborants avec les chercheurs. Voilà quoi, ils se doutent qu'on a des intentions qui leur sont pas nécessairement favorables.
Donc c'est difficile de collaborer avec des gens comme Alain Soral, même si je serais enchanté de l'accueillir dans mon labo. Mais généralement, on se contente de gens qui proviennent du public général, en particulier des étudiants, aussi des gens qu'on a recrutés en ligne, comme ça, un peu au hasard, et qui sont plutôt bas dans les scores de complotisme. C'est-à-dire que évidemment il y a une grande variété entre les individus, mais la moyenne là, elle est, je crois qu'on utilise plusieurs échelles, mais disons que sur une échelle de 1 à 7, avec 1 qui est pas du tout complotiste, la moyenne c'est dans les 3 et quelques, si je me rappelle bien. Donc l'échantillon qu'on utilise, c'est des gens peu complotistes. On sait pas qu'est-ce qui distingue, disons, qu'un complotiste, enfin un producteur de théorie du complot en fait. Les gens qu'on étudie, c'est à la rigueur des consommateurs de théorie du complot, qu'ils les acceptent ou qu'ils les rejettent, mais c'est pas eux qui les ont inventés en général. C'est juste des trucs qui circulent sur Internet, puis qui peuvent choisir de partager ou non, auxquels ils peuvent plus ou moins adhérer. Mais disons que ce qu'on appelle complotiste, nous, c'est pas nécessairement ces gens-là qui développent d'eux-mêmes des théories du complot. Ils sont pas assez... enfin, voilà, ces gens-là sont plus créatifs ou plus originaux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas eux qu'on étudie. D'accord. Je me demande, est-ce que vous avez un avis sur l'enquête qui avait été publiée il y a quelques mois maintenant par Conspiracy Watch, où il concluait des choses qui semblaient assez, enfin disons, assez inquiétantes. Ah, moi j'avais fait un article un peu critique dessus. Tu t'en charges, Nicolas? Ah bon, on peut donner chacun notre avis. Bah, moi j'étais un peu plus négatif que Sébastien, mais... D'accord. J'avais fait un article pour critiquer un peu la méthode, quoi. Ouais. Bah, notamment, disons, le plus gros défaut que je vois dans l'étude, mais j'ai pas réussi à convaincre tous mes collègues, mais ça me semble très bizarre de demander à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'une théorie du complot d'estimer de répondre à la question est-ce que vous y croyez. Et pourtant, c'est ce qui était fait dans l'étude, c'est on demandait aux gens s'ils avaient déjà entendu parler de certaines choses, et qu'ils répondent oui ou non, on leur demandait ensuite d'évaluer si c'était vrai ou pas, donc s'ils y croyaient. Et si on répond non à la première question et oui à la deuxième, dans l'interprétation des résultats, on est considéré comme croyant à cette théorie. Il y avait ça pour... c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial, un truc comme ça. On demandait est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce truc là qui serait un groupe de gens qui contrôlent le monde, et donc des gens disaient bah non, j'ai jamais entendu parler de ça, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Il y en a qui mettent oui. Voilà, j'ai du mal à considérer que ça c'est une adhésion à une théorie du complot. Donc je pense que, mais sinon c'est très intéressant qu'il y ait eu ce sondage quand même. Je veux pas dire que c'est sans intérêt, mais c'est dans l'interprétation des résultats, je pense que ça a été pas mal surinterprété. Et après, je me demande aussi si on peut considérer comme complotistes tous ceux qui croient à une des théories présentées là. Ça, c'est une question assez... disons, une objection assez fréquente des gens qu'on considère comme complotistes, c'est de nous dire que ce serait complètement absurde de croire qu'il n'y a jamais eu de complot, puisqu'on a la preuve qu'il y en a déjà eu. Ce avec quoi on est parfaitement d'accord, hein. On dit effectivement c'est vrai. Mais du coup, si on accepte l'idée qu'il peut y en avoir quand même, je me dis qu'il est tout à fait possible d'adhérer à certaines théories du complot, même si moi j'y crois pas, sans pour autant avoir en général une mentalité conspirationniste. Donc j'ai l'impression que il y a un problème dans la manière dont les réponses ont été utilisées, et puis dans l'interprétation ensuite. Donc on dit c'est très inquiétant parce qu'il y en a beaucoup qui croient à une théorie du complot parmi celles qui ont été utilisées. Moi, je suis pas sûr que ce soit inquiétant du tout, quoi. Je me dis que ce serait inquiétant aussi si personne ne croyait jamais à aucun complot, même sans preuve, quoi. Enfin, moi, en l'occurrence, ceux-là, j'y crois pas, mais il y a des questions dans les tests un peu génériques. Il y a plein de questions pour lesquelles moi j'aurais du mal à répondre juste non, hein.
Quand on me demande, par exemple, alors c'est censé être un signe de complotisme, mais quand on demande est-ce que vous pensez que en fait ce sont pas uniquement les gouvernements qui décident de ce qui se passe dans le pays, mais qu'il y a des intérêts privés derrière, bah moi j'y crois très fort à ça. Je pense qu'il y a des lobbies. Alors je sais pas si on peut appeler ça un complot parce qu'ils se cachent pas vraiment et que bon on sait qu'ils existent, mais les lobbies c'est connu, il y a des bouquins dessus, ouais. Ils se cachent pas, il y a des bâtiments où il y a les sièges des lobbies. Oui, c'est pas des conspirateurs super discrets non plus. Voilà, c'est ça. On peut pas vraiment classer ça dans théorie du complot si on veut, mais comme les questions sont tournées, parfois on se dit que juste croire à ça, c'est déjà. On a l'impression en répondant au questionnaire que dire qu'il y a des lobbies, c'est déjà être conspirationniste dans l'esprit du questionnaire, quoi. Voilà. Moi, c'est cette question-là un peu générique. Est-ce que vous pensez que ce ne sont pas les gouvernements qui décident de la politique? Alors, je sais pas, une question de degré, mais qu'il y a des intérêts derrière. Ça me paraît bizarre de classer ça dans conspirationniste. Voilà. Je peux peut-être rebondir sur le sondage là, parce que c'est sûr que c'est un truc qui nous a beaucoup intéressé. Puis effectivement, on a déjà pas mal discuté de la question avec Nicolas. Moi, contrairement à lui, je trouve très intéressant de demander aux gens quelle est leur familiarité avec telle ou telle théorie du complot, et ensuite leur demander s'ils y croient. Et il se trouve que, je pense que c'est quand même la preuve que Nicolas Gauvry a une vision beaucoup plus optimiste de la nature humaine que moi, parce que moi, ça m'étonne pas du tout que quelqu'un puisse croire en quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. Vraiment, ça m'étonne absolument pas. Je trouve ça même tristement fréquent. Vous avez des gens qui vont totalement adhérer et croire à des choses qui pourtant n'existent même pas. Et on l'a même montré d'ailleurs dans plusieurs recherches où les gens vont vous dire qu'ils sont super familiers avec des concepts qui n'existent absolument pas. Et donc, ce qui serait intéressant, là, on l'a pas fait, quoi, mais c'est d'examiner, voilà, quoi. C'est une hypothèse intéressante, ce serait les gens qui croient à quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler sont précisément des complotistes, ou ont davantage tendance à être complotistes que les gens qui ne croient pas à quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler. Du simple fait qu'ils ne savent pas de quoi, qu'est-ce qu'il faudrait croire ou de quoi ils parlent. Donc ça me paraît plutôt un truc intéressant. Puis d'autre part, c'est vrai qu'il y a la presse a rapporté le sondage en disant ah oui, 80% des jeunes ou des gens, je sais plus, croient aux théories du complot. C'est-à-dire à au moins une théorie du complot. C'est sûr que c'est une manière plutôt alarmiste de présenter les choses. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir quel pourcentage des gens croient que la Terre est plate, quel pourcentage des gens de gauche pensent que le 11 septembre, ne s'est pas passé comme la version officielle dit que ça s'est passé. Ça, c'est du travail de sondeur, on va dire, c'est-à-dire de rapporter des tendances très larges comme ça. Nous, en tant que chercheurs, on s'intéresse plutôt à des modèles sous-jacents, ces données, qu'est-ce qui pourrait mieux les expliquer, comment elles interagissent entre elles. Effectivement, quand on regarde l'idée relativement répandue que les instances politiques sont relativement impuissantes sur la marche du monde, puis c'est d'autres puissances, en particulier les puissances économiques, qui s'occupent des choses. C'est relativement, disons que, je dirais même que c'est trivial de penser ça. Ce serait quand même bien naïf de penser que c'est pas du tout le cas. Simplement, il se trouve que plus vous croyez à ça, plus vous avez de chances d'adhérer à d'autres théories du complot. Et de passer au rôle des lobbies dans les gouvernements à l'idée que personne n'a jamais marché sur la Lune, ou que Lady Di, en fait, n'est pas morte, puis elle s'est réfugiée quelque part dans une île déserte. Ce genre de croyances-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien entre elles.
vous voyez, c'est pas parce que l'homme n'a pas marché sur la Lune que ça vous donne des raisons de penser que les lobbies ont une influence sur la marche du monde, et d'autre part que le changement climatique est une invention des écologistes. Tout ça n'a absolument aucun lien entre l'un et l'autre, et pourtant les complotistes tendent à adhérer à ces théories du complot en bloc. C'est-à-dire que le meilleur prédicteur du complotisme, c'est de croire à déjà une théorie du complot. Ça augmente les chances de croire à 2 théories du complot, ce qui augmente d'autant plus les chances de croire à 3 théories du complot. Donc c'est un processus cumulatif, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, ce qui donne lieu au final à ce qu'on appelle une mentalité conspirationniste, ou on appelle aussi ça idéation conspirationniste. C'est-à-dire que c'est une manière conspirationniste, c'est pas juste de croire que le 11 septembre c'était de la foutaise, mais c'est une vision du monde général qui augmente l'adhésion à tout un tas de théories du complot, y compris des théories du complot qui sont inventées de toutes pièces, c'est-à-dire qui sont inventées par des chercheurs. Je crois que Nicolas voulait rajouter quelque chose. Ouais, je sais pas si on parle exactement de la même chose quand tu dis que tu es plus optimiste que moi. Moi, ça me paraît aussi intéressant de demander aux gens s'ils croient à une théorie dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est l'interprétation quand ils répondent oui. Quand quelqu'un dit « j'ai jamais entendu parler du nouvel ordre mondial » et qu'ensuite il dit qu'il veut bien croire à cette histoire, je suis d'accord avec Sébastien pour dire que c'est le signe d'une pensée plutôt conspirationniste. Mais la question à laquelle il répond, lui, comme il n'a jamais entendu parler de ça, c'est pas « est-ce que vous croyez à cette histoire de nouvel ordre mondial ?» En fait, lui, ce qui se pose comme question, c'est « est-ce que c'est plausible ou pas qu'il y ait un groupe secret, bon, alors on appelle ça nouvel ordre mondial, quelque part, qui décide de trucs ?» Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Et, mais c'était pas présenté comme ça dans les résultats. On n'a pas dit, c'est terrible, imaginez, il y a 80% des gens qui peuvent imaginer que certains groupes, qu'il y a des complots quelque part et que certains groupes dirigent le monde en douce. C'est pas ça. On a dit, il y a des gens qui croient au nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, ceux qui répondaient ça, on leur attribuait une croyance spécifique. Et ça fait pas du tout le même effet. C'est pas la même chose de croire au nouvel ordre mondial et de croire à l'idée générale que peut-être il y a un groupe caché quelque part qui dirige le monde. Dans les deux cas, ça dénote. Donc ça fait monter le score de conspirationnisme, si on veut. Mais c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas la même chose. En fait, maintenant qu'on a longuement parlé de ce sondage, il faut peut-être dire que ce sondage fait partie de notre étude, puisqu'on a obtenu les données brutes de ce sondage, parce qu'il se trouve que dans ce sondage, parmi les questions sur le complotisme, il y avait une question sur le créationnisme. Alors quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit waouh, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. C'est là-dessus qu'on s'était lancé. Et donc, parce que c'est quand même dur d'obtenir un échantillon représentatif de la population. Hein. Nous, on travaille pas généralement avec des grosses masses de données comme ça. Donc, quand on a vu ça, on a demandé si on pouvait procéder à quelques analyses nous-mêmes sur ces données. La seule chose qui nous intéressait pour le coup, c'était de savoir s'il y avait un lien entre le créationnisme et le conspirationnisme. Chose qu'on ignorait jusqu'à présent. Et on trouve un lien qui est quand même considérable, hein, qui est vraiment assez fort, et qui peut s'expliquer de bien des manières, hein, mais dont on montre dans le reste de l'étude qu'il est qu'il est en tout cas partiellement associé à la pensée téléologique, qui est le sujet de l'article, mais aussi au rejet de la science en général. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. On ne prétend pas avoir découvert l'origine du conspirationnisme. Seulement, de tirer un parallèle comme ça, qui était dans ce sondage entre le créationnisme et le complotisme, c'est quelque chose qu'on a pu exploiter statistiquement dans ces données-là, puisqu'on a fini par obtenir ces données. Puis d'ailleurs, on remercie le site Conspiracy Watch et l'Institut de sondage qui s'est occupé de ce sondage.
pour nous avoir laissé analyser ces données, qu'on a pu ensuite ajouter à nos autres analyses pour compléter un peu on va dire sur le plan théorique, en fait, exactement qu'est-ce qui constitue ce lien étrange entre complotisme et créationnisme. Ouais. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu plus dans le détail voilà, les résultats principaux de votre étude, donc les corrélations entre divers styles cognitifs, comme on pourrait appeler ça, ou des croyances que vous avez évaluées via ces questionnaires. Voilà, est-ce qu'on peut décrire un peu plus en détail ces corrélations? Est-ce que je m'en occupe, Nicolas, ou tu... Oui, vas-y, parce que tu te rappelles plus, bon. voilà, tu feras ça mieux que moi, on va le dire comme ça. Donc, je reprends à partir de l'idée de base qui était de tester la pensée téléologique. Alors, la pensée téléologique, c'est l'idée que les choses ont une fin en soi, en quelque sorte que les choses sont la cause d'elles-mêmes. Quand vous avez un événement qui se produit, généralement vous cherchez à en identifier la cause. Qu'est-ce qui a conduit à tel ou tel état de fait. Mais en fait, si vous considérez que l'événement que vous cherchez à expliquer contient en lui-même sa propre cause, parce que ça devait en être ainsi, ça devait se produire comme ça, vous postulez en quelque sorte que la conséquence d'une cause est sa propre cause. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais disons que c'est ça l'idée de la téléologie. Et ça se teste avec des questions toutes simples. On demande aux gens des choses vraiment parfaitement stupides. Et il se trouve que c'est un test qui a d'abord été utilisé pour investiguer la pensée téléologique chez l'enfant. Et on parle ici d'enfants entre 4 et 10 ans, hein, avec des questions du style le soleil se lève de sorte à nous donner de la lumière. Vrai ou faux? Les arbres ont des feuilles pour nous rafraîchir, pour nous faire de l'ombre. Vrai ou faux? Donc on a tout un tas de questions comme ça, avec après des choses un peu plus sophistiquées, on va dire. Par exemple, les chauves-souris mangent les moustiques pour contrôler la surpopulation des moustiques, des choses comme ça qu'on voit souvent dans les documentaires animaliers. Hein, tel ou tel animal se comporte comme ça pour le bien de l'espèce, pour la survie de l'espèce. Donc ça, c'est une manière de penser qui est téléologique, qui est inverse au raisonnement darwinien de la sélection naturelle, et qui est donc très fort chez l'enfant à partir de 4 ans. Les enfants pensent que les choses servent à quelque chose, qu'elles ont une fonction en soi, mais qui persistent aussi à l'âge adulte, et dont Voltaire se moquait dans Candide, quand le personnage Pangloss, qui est vraiment la caricature de la pensée téléologique, qui dit des choses du style ça tombe bien qu'on ait un nez, c'est parfait pour porter des lunettes. Donc le nez humain, la fonction du nez humain, c'est de porter des lunettes et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça, c'est la pensée téléologique qui est associée au créationnisme par définition. Le créationnisme est une pensée téléologique, puisqu'elle pense que tout a une fin en soi, et cette fin en soi, c'est l'acte de la création. Dieu a créé le monde pour être tel qu'il est maintenant, et donc tout s'explique ainsi. Mais dont on ignorait si elle est liée ou non au complotisme. Et d'après notre intuition sur les liens entre créationnisme et complotisme, hein, dont on parlait avant, il devrait y avoir un lien. Donc le premier résultat de l'étude, c'est qu'on trouve ce lien, un lien relativement modeste, qui existe, et qui est statistiquement, disons, convaincant. Deuxièmement, on trouve qu'il y a donc un lien entre la pensée téléologique et le complotisme. Deuxièmement, on trouve un lien entre le complotisme et le créationnisme. Et troisièmement, on confirme le lien entre le créationnisme, la pensée téléologique et le complotisme. Donc on confirme le lien entre les trois, forme ainsi une structure, disons, explicative
en tout cas à notre avis, relativement intéressante et convaincante. Après, les chiffres exacts, moi, je les ai plus tout à fait en tête, mais c'est des chiffres il faut pas non plus s'emballer. C'est des chiffres qui sont statistiquement assez modestes, assez décevants. Raison pour laquelle je dis c'est pas l'explication finale de ces phénomènes-là. À vrai dire, si on regarde dans les détails, la pensée téléologique, ça explique entre 5 à 10% du complotisme. Probablement un peu moins. Après, ça dépend de la validité des mesures, etc. Et donc, on n'a même pas expliqué un dixième de ce que c'est que d'être un complotiste. Il faut être très clair là-dessus. Il y a tout un tas de raisons de croire aux théories du complot. Il y a aussi tout un tas de raisons d'être créationniste. Donc, on n'a pas le fin mot de l'histoire là-dessus. Mais on a une confirmation qu'en fait, sur le plan cognitif, il faut faire une différence entre la pensée téléologique et la perception du hasard. Parce que les créationnistes aussi, ils disent tout ça n'a pas pu être le fruit du hasard, etc. Mais en fait, c'est pas exactement de cette manière-là qu'ils pensent. Ils pensent de manière téléologique. Ils pensent en termes de fin, de cause ultime et de fonction. Tout a un sens dans la vie, tout a une raison d'être. Et nous, ce qu'on montre à travers l'étude des théories du complot, c'est un truc qui est intéressant du point de vue psychologique, indépendamment du complotisme en tant que tel. C'est qu'on montre que dans le cerveau humain, on a un truc qui s'occupe de la perception du hasard et un truc qui s'occupe de la perception de la causalité. C'est deux choses qui, à mon avis, sont différentes. La perception du hasard, c'est ce qui vous pousse à dire rien n'arrive par hasard, ou, et sur le plan rhétorique, tiens donc, quelle coïncidence, ça peut pas être une coïncidence, comme c'est curieux, ou ce genre de choses. Et d'autre part, une autre manière de penser qui est tout arrive pour une raison, tout a une raison d'être. Ça, c'est la pensée téléologique, et ça, c'est associé au complotisme. Rien n'arrive par hasard, c'est une autre manière de penser, et c'est pas associé au complotisme. Donc ça, c'est notre base pour le moment, pour poursuivre l'étude de la psychologie du complotisme et tenter de développer un modèle psychologique qui soit solide scientifiquement et qui fasse du sens. Mais on est quand même bien loin, je dis pas, j'aimerais pas me vanter, quoi, mais disons qu'on est quand même bien loin du jeu de devinette qu'on a généralement dans les médias et chez des gens qui s'improvisent experts en théorie du complot et qui vous disent que les complotistes rejettent le hasard alors qu'ils n'ont jamais pris la peine d'effectuer la moindre étude pour savoir si c'était vrai ou faux. Ça, c'était juste mon petit grain de sel personnel, parce qu'on a quand même beaucoup d'experts dans les médias sur les théories du complot, mais bien peu qui ont en fait lu les recherches que nous, on a fait. Il est vrai qu'elles sont publiées en anglais, mais c'est quand même pas une excuse. Il y a aussi deux autres, alors je sais pas si on peut les appeler des croyances, peut-être plutôt des styles cognitifs que vous introduisez dans l'article, que vous décrivez et que vous associez justement à la pensée téléologique et au conspirationnisme. C'est l'animisme et le finalisme. Est-ce que vous pouvez en parler et expliquer ce que ça vient faire là-dedans et les liens entre c'est ton tour, Nicolas. C'est pour moi. Non, ça c'est une question pour toi. Non, alors ça, oui. Ah ouais. Effectivement, après, on va un peu plus dans le détail dans nos analyses, où effectivement, il y a, comme je l'ai dit, la pensée téléologique, c'est qu'une partie en fait du complotisme. Il y a pas. Nous, on est psychologues, on s'intéresse à la cognition, à la pensée humaine, mais il y a aussi des facteurs sociologiques, politiques, bref, il y a tout un tas d'autres facteurs. Donc, en plus de la pensée téléologique, on trouve d'autres choses qui sont assez intéressantes. Il y en a un, c'est un lien avec la pensée analytique. C'est-à-dire qu'on a des petits tests comme ça qui permettent de mesurer à quel point les gens ils ont une pensée dite analytique qui s'oppose à une pensée dite intuitive. Pensée intuitive vous permet de réfléchir rapidement, tomber sur une solution
au pif, quoi, comme ça, un peu sur la base de votre ressenti émotionnel, que vous pensez que quelque chose sonne juste. Souvent, ça donne des résultats pratiques et intéressants, mais des fois, ça vous induit en erreur. Tandis que la pensée analytique, ça vous force à réfléchir au truc, puis Ouais. ça vous force à vous demander s'il n'y a pas un piège, s'il faut pas regarder les choses sous un angle différent. Bref, ça prend plus de temps, c'est un peu plus pénible, mais généralement, la pensée analytique permet d'aboutir à des réponses correctes, euh, même si le temps d'arriver à cette réponse correcte, eh bien peut-être que vous vous êtes fait dévorer par un prédateur, ou que, bon, vous voyez, donc les deux types de pensée ont leur avantage et leurs inconvénients. Donc, il se trouve que la pensée analytique est associée négativement au complotisme et au créationnisme. C'est-à-dire que les complotistes sont des gens qui réfléchissent plutôt à l'instinct, plutôt que de manière rationnelle et séquentielle. Ce qui suggère qu'ils se trompent sur leur propre méthode, en fait, parce que les complotistes souvent se figurent être des gens qui vont regarder les preuves, qui vont lire tel ou tel rapport, qui vont se poser des questions. Hein, ils le disent d'ailleurs souvent, je fais que poser des questions comme ça. Mais en réalité, ils font pas tellement ça, ils y vont plutôt à l'instinct. Et ensuite, cette histoire de... Bon, le finalisme, c'est la pensée téléologique, ce que j'ai dit avant. Hein, c'est vraiment le fait de voir en toute chose une fin en soi ou une fonction. Euh, y compris dans la vie personnelle d'ailleurs, si vous pensez qu'un événement qui se produit devait se produire ou est le signe de votre destin ou a une signification profonde pour vous, si au moindre truc qui se produit dans la vie, vous vous dites c'est un signe, ça aussi c'est une forme de pensée téléologique. Et on trouve à côté du finalisme donc aussi quelque chose qu'on a appelé animisme, qui est pas tout à fait pareil et qui consiste à voir des intentions, des croyances et une forme de conscience dans dans à peu près tout et n'importe quoi en fait. Non seulement chez les personnes, mais aussi chez les objets, chez les animaux et dans la nature même aussi. L'animisme consiste voilà quoi, à avoir une forme d'âme. C'est d'ailleurs anthropologiquement, c'est le précurseur de toutes les religions, l'animisme. À partir du moment où vous projetez votre conception de l'esprit humain, vous le projetez sur le monde autour de vous et même sur le cosmos, vous êtes animiste. Vous voyez des intentions, un but intelligent derrière les événements naturels, par exemple. L'animisme consiste à dire que le vent se dirige volontairement dans telle direction pour faire tomber tel objet et vous donner... Enfin bref, c'est cette manière-là de penser qui est un peu différente de la téléologie. On trouve pour le coup associé, alors ça c'est une surprise, associé assez peu au créationnisme, mais pas mal au complotisme. Ça, on a un peu de la peine à l'interpréter. Ça laisse entendre que les complotistes, ils perçoivent une sorte dans les événements eux-mêmes, c'est comme s'ils voyaient une sorte d'intelligence dans l'événement lui-même, une forme de conscience ou d'intention dans les choses telles qu'elles se produisent. D'une manière assez, si c'est avéré, c'est une manière assez étrange de penser, mais bon, on a assez peu de données là-dessus, donc on ne s'est pas tellement étendu sur cette observation en particulier. On a plutôt concentré nos interprétations sur la signification du biais téléologique. L'animisme ou l'anthropomorphisme aussi, c'est des choses qu'on devrait explorer plus avant pour voir un peu quel est leur rapport avec le complotisme. Parce que pour le moment, c'est un peu mystérieux, franchement. Et on trouve encore d'autres choses. Hein. On trouve un lien avec l'ésotérisme, le paranormal. Les complotistes ont tendance à croire davantage à la télépathie, à l'astrologie, mais aussi aux médecines alternatives. Donc, bon, voilà, il y a une sorte de tout un conglomérat, si on veut bien, de ce qu'on peut appeler des pensées irrationnelles ou des pensées non scientifiques.
euh, qui forment un tout théorique qui reste encore à identifier quelles sont leurs limites, etc. Mais pour l'essentiel, c'est pas vraiment sorcier, quoi. C'est-à-dire que ça relève plutôt d'un rejet de la science plutôt qu'une adhésion formelle au paranormal, à la religion, au complotisme ou à ces choses-là. À partir du moment où vous rejetez ce qu'on appelle les autorités épistémiques, c'est-à-dire les scientifiques, voilà, les gouvernants, les journalistes, les élites en somme, à partir du moment où vous rejetez l'autorité des élites, vous rejetez l'idée même que certaines personnes peuvent avoir des connaissances ou avoir une intelligence plus profonde des choses que le peuple en général, eh bien, ça va faciliter grandement l'adhésion à tout un tas de systèmes de croyances qui s'opposent frontalement au, à ces élites intellectuelles qui, qui produisent du savoir. Si vous rejetez cette idée-là, vous adhérerez plus facilement à tout un tas d'autres croyances. Ok. Alors, moi, je vais vous demander si vous avez pensé à un lien entre les différentes catégories cognitives et de croyances que vous avez utilisées et les échelles de systématisation et d'empathie qui avaient été proposées notamment par Simon Baron-Cohen. Donc je précise juste pour l'audience, j'imagine que vous savez tous les deux, que entre autres pour étudier l'autisme, il avait proposé, ce chercheur, donc une échelle de systématisation qui en fait note, enfin évalue, on va dire, la capacité et l'intérêt des gens à analyser les systèmes, à lire les situations en tant que système. Puis il y avait l'échelle d'empathie, il y a l'échelle d'empathie, qui est plutôt la capacité à comprendre, à deviner, à lire les sentiments des autres et éventuellement à réagir en conséquence. Je suis tenté, moi, de deviner, bon, évidemment déjà, enfin, a priori, évidemment, une correspondance entre ce que vous avez appelé la pensée analytique et la tendance à la systématisation, pardon. Et alors, pour l'échelle d'empathie, c'est sans doute moins évident, mais indirectement peut-être un lien avec au moins certaines catégories, par exemple, je sais pas, l'animisme, dans la mesure où peut-être que l'empathie prédispose, justement, comme on est bon pour lire les sentiments, peut-être qu'on va devenir entre guillemets trop bon et voir des sentiments et des intentions là où il y en a pas. Moi, Je sais pas ce que vous en trouve que pensez. c'est une idée intéressante. À ma connaissance, elle n'a pas été testée. Et comme vous dites, il y a des raisons de penser que, enfin, il y a des raisons de penser que l'un et l'autre système peut produire du complotisme. Donc, premièrement, si vous avez tendance à avoir trop d'empathie, il est possible que vous voyez, vous discerniez des intentions, des désirs sous-jacents à des événements et donc de percevoir derrière des choses anodines la main humaine en quelque sorte. Mais d'un autre côté, l'échelle de systématisation, avec cette idée que plutôt que de chercher des buts psychologiques derrière les événements, plutôt que de voir des émotions, des désirs, des intentions, de l'empathie, on perçoit des mécanismes purs, c'est-à-dire des liens de cause à effet. Elle n'est pas étrangère non plus à la façon dont, dont les complotistes semblent parfois voir les choses, c'est-à-dire qu'on découpe mécaniquement un événement pour en retracer progressivement de fil en aiguille les origines. Voilà quoi, on trouve des liens, des associations et surtout des choses qui en entraînent une autre.
et qui finissent par expliquer. Donc je pense que l'un et l'autre peuvent marcher, mais Ouais. ça soulève une question un peu intrigante qui, à ma connaissance, n'a pas été testée, parce que cette histoire d'empathie et de systématisation, bon, c'était une approche pour mieux comprendre en particulier l'autisme, ces recherches-là. Est-ce qu'il y a un lien entre l'autisme et le Ouais. complotisme? Est-ce qu'il y a un lien négatif? Est-ce que, par exemple, les personnes, disons, sur le spectre autistique ont moins tendance à croire aux théories du complot? Moi, c'est une question que je trouve intéressante. Je veux dire, on peut formuler des hypothèses à ce sujet, peut-être avancer un peu sur le plan théorique et aussi sur le plan clinique. Parce que je rappelle aussi que le complotisme est souvent plutôt associé à la parano. C'est encore une autre manière de voir le monde. La parano consiste précisément à avoir beaucoup d'actions humaines négatives, des intentions néfastes dirigées contre vous. Tandis que ce qu'on attribue plutôt à l'autisme, c'est précisément d'être relativement indifférent à ce que pensent les gens, et même d'être incapable à se figurer des choses qui paraissent totalement normales, enfin banales aux personnes non autistes, comme le fait que les gens ont des sentiments, qu'ils ont des soucis, qu'ils se posent des questions, ce genre de choses, quoi. Donc, peut-être que l'autisme sera un modèle intéressant pour étudier le complotisme, mais je crois pas que des recherches aient été faites dans ce sens-là. Et puis, j'aurais du mal à formuler une hypothèse très claire à ce stade. Ok. Le mécanisme que vous décrivez selon lequel le style cognitif systématiseur peut amener éventuellement à adhérer, au moins dans une certaine mesure, à des théories du complot, pourrait peut-être être un facteur expliquant pourquoi. Là, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les hommes sont quand même surreprésentés chez les complotistes. On sait aussi qu'en moyenne, ils sont assez nettement assez systématiseurs, ça Nicolas connaît bien. Déjà, est-ce que c'est vrai en fait que les hommes sont surreprésentés chez les Nicolas? complotistes? Justement, je me posais la question en écoutant, et je sais pas trop, je me souviens pas. Ah oui, peut-être que je l'ai inventé alors, mais... Non, moi j'ai une idée là-dessus, au fait, parce qu'on a un peu regardé, parce qu'il se trouve qu'on nous a posé la question récemment. Ouais. Et, il faut garder en tête que les gens qu'on étudie dans ce genre d'études, et dans la plupart des études sur la question, sont pas les complotistes purs et durs, tels qu'on les imagine, puisque, comme je l'ai dit un peu en m'amusant comme ça, mais il se trouve que c'est vrai, ces gens-là ne se prêtent pas volontiers à des études scientifiques, parce qu'ils les trouvent suspects d'emblée, et qu'en plus de ça, ils sont pas si nombreux que ça. Ouais. Donc, vous avez du mal à mettre la main sur des complotistes purs et durs, probablement parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça. Ce qu'on trouve, c'est une proportion de la population qui mi-figue, mi-raisin, qui a tendance à adhérer plus ou moins au complot. Est-ce que c'est vraiment une croyance? Est-ce que c'est plutôt sous le format ludique, comme ça? Donc, on ne sait pas vraiment. Et dans cette population, moi, je pense qu'il nous semble qu'il y a autant de femmes que d'hommes. La question que les chercheurs se posent plutôt, c'est si c'est représenté aussi bien en termes de gauche-droite. Il se trouve que à gauche et à droite, il y a autant de complotistes, mais c'est pas tout à fait les mêmes complots. Est-ce que peut-être que les hommes et les femmes, il y a autant de complotistes? Et d'ailleurs, nous, on étudie une majorité de femmes aussi, parce que c'est ce qu'on trouve le plus dans nos auditoires en psychologie. Et donc, nos études sont basées assez largement sur un échantillon où les femmes sont légèrement surreprésentées. Donc, c'est à peu près égal. D'accord. Ce serait pas étonnant du tout que ça dépende des théories du complot, parce que un truc qui est bien documenté là, par contre, c'est sur les croyances au paranormal, liées aussi aux théories du complot. Et en fait, selon les croyances, il y a parfois une forte majorité masculine et parfois une forte majorité féminine. Et des trucs comme la voyance, il y a plus de femmes qui croient à la voyance. Et par contre, il y a plus d'hommes qui croient aux extraterrestres. J'ai toujours trouvé ça absolument fascinant.
Voilà. Les hommes, c'est les extraterrestres, les femmes, c'est la voyance. Ouais, après, c'est bizarre, hein. Non, mais ça peut être complètement, là, c'est peut-être complètement culturel. On trouvera peut-être le contraire dans 20 ans, mais donc peut-être aussi qu'il y a dans les théories du complot comme ça Oui. certaines théories qui plaisent plus Mais aux ce hommes, qui est vrai d'autres qui plaisent plus aux femmes. ce qui me frappe dans ce que vous disiez avant, c'est qu'effectivement, je crois qu'on a spontanément un stéréotype du complotiste homme. Et ça me paraît aussi une piste intéressante de recherche. On Ouais, imagine plus volontiers voilà quoi, le type qui en veut au monde entier, qui a des pistes incroyables sur la CIA, qui se méfie de tout, il est dans sa cave avec des schémas affichés partout dans sa chambre, et voilà, et c'est un type un peu sombre, il a pas d'amis, il est un peu frustré. Non, mais je parle on a facilement ce stéréotype-là qui vient en tête quand on pense aux complotistes, alors qu'en fait, je pense, en tout cas nous dans nos études, c'est simplement des gens qui penchent un peu dans la direction du complotisme, mais on sait rien du reste de leur vie. Je veux dire, à première vue, c'est des gens relativement équilibrés et qui mènent une existence disons normale, quoi. Donc on pense volontiers aux extrêmes, mais encore une fois, comme j'ai dit, ces extrêmes, c'est pas les gens qu'on étudie. En tout cas, c'est pas les gens qu'on arrive à étudier. Et pour expliquer peut-être le stéréotype aussi, hein, c'est que je pense qu'on imagine tout de suite évidemment plus facilement celui qu'on voit plus facilement. Celui qu'on voit plus facilement, c'est celui qui a une chaîne YouTube. Et de manière générale, les gens qui se mettent en scène sur YouTube, c'est plus des hommes. Dans le cinéma et dans la littérature, je pense que cette figure du complotiste, rien que dans la série X-Files, on a quand même une différence de genre on ne peut plus explicite entre le complotiste et l'anti-complotiste. Voilà, mais c'est celui qui s'affiche, qui fait voilà, stéréotype qu'on a, celui qui croit mais qui dit rien. Exact. C'est là que vient. Ouais. Justement, pour les X-Files, c'est une anecdote, hein, mais j'avais vu à l'époque, enfin pas à l'époque, mais quand je me suis intéressé à cette série, j'avais vu des gens qui disaient qui étaient contents parce que les entre guillemets stéréotypes de genre étaient renversés, c'est-à-dire que il était considéré que alors là, il faudrait encore corréler cette intuition justement au résultat de Baron Cohen sur la systématisation, empathie, etc. Mais on va pas se lancer là-dedans. Mais en tout cas, oui, quelqu'un remarquait que d'après lui, ça renversait les entre guillemets stéréotypes de genre parce que l'homme se retrouvait dans le rôle du croyant et la femme était la scientifique rationnelle. Mais effectivement, comme le disait tout à l'heure Nicolas, c'est justement pour ce qui est des croyances de ce type-là, genre paranormal, les extraterrestres qui visitent les hommes, c'est à peu près la seule de mémoire, ou en tout cas parmi les croyances majeures, pour laquelle les hommes sont surreprésentés. Je crois qu'il y a des trucs comme la télékinésie aussi. Ah d'accord. Je me souviens bien. Ok. Oui, est-ce que vous avez un avis? Alors Sébastien, vous habitez pas en France, mais enfin comme vous êtes francophone, j'imagine que vous avez entendu parler de ça. Est-ce que vous avez un avis sur les cours d'éducation aux médias dans les écoles françaises? Alors il y a certaines personnes, par exemple le sociologue Bernard Lahire, qui les trouve mal conçus, donnés par des enseignants qui sont en gros sans préparation ni connaissance spécifique de ces sujets, et qui sont pas loin finalement de conclure que ces cours-là entraînent les étudiants ou les élèves à rejeter les théories du complot sans vraiment les analyser. Vous avez tout à fait un avis là-dessus. Tu veux te lancer, Nicolas? Non, oui. Non, vas-y. Alors, c'est compliqué cette affaire-là parce que tout le monde se lance un peu dessus. Il se trouve qu'effectivement, essentiellement suite aux attentats de 2015, le gouvernement a jugé important d'agir contre
les théories du complot. Alors aujourd'hui, ça s'est élargi, hein, ça touche aussi les fake news et tout un tas d'autres phénomènes, mais qu'en gros, il fallait quand même faire quelque chose, et faire quelque chose signifiait agir au niveau de l'éducation. Et donc cibler les enfants et les adolescents. Et qu'il fallait mettre en place divers programmes, en quelque sorte dans l'urgence. Alors nous, donc avec Nicolas Gérald Bronner et d'autres chercheurs, on avait publié une tribune dans Le Monde où on disait essentiellement que tout ça c'était super, il fallait effectivement faire quelque chose, la situation est inquiétante, mais qu'il fallait pas non plus se précipiter parce que on bricole pas comme ça une intervention sur des millions d'enfants et d'adolescents en improvisant ou à l'arrache. Est-ce qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qui est susceptible de marcher, qu'est-ce qui est susceptible de pas avoir d'effet, et pire, qu'est-ce qui est susceptible d'avoir l'inverse de l'effet escompté, puisqu'on sait que plus on parle des théories du complot, plus les gens tendent à y croire du seul fait qu'on en parle. Vous voyez, vous exposez ça. Donc il y a tout un tas de problèmes méthodologiques à examiner. En plus de ça, comment faire, quel est le but, quoi? Est-ce que vous voulez que les gens croient pas aux théories du complot, ou qu'ils prennent au moins la peine de s'en méfier, ou enfin bref, il y a plusieurs buts comme ça qu'on peut se donner. Et selon le but, la méthode sera pas tout à fait la même. Est-ce qu'il s'agit d'agir uniquement sur le complotisme en tant que tel, ou est-ce que vous voulez élargir à quelque chose qu'on pourrait appeler l'enseignement de l'esprit critique ou de la pensée critique, qui, en principe, si ça marche bien, permettrait de lutter contre les théories du complot, mais contre aussi tout un tas d'autres pensées irrationnelles du même geste. Donc tout ça était assez peu réfléchi, et nous on a fait notre tribune dans Le Monde pour dire que fallait pas se précipiter, fallait surtout faire regarder ce que dit la recherche, puis si nécessaire faire un peu de la recherche, ou en tout état de cause, si on fait quelque chose, si on met sur place quelque chose, au moins mesurer ce que ça donne. Est-ce que, vous voyez, est-ce que mesurer 1 ou 2 ans après, voir si effectivement ça a marché ou non. Et en l'occurrence, il n'y avait aucune mesure de ce genre-là qui était prévue. Alors évidemment, comme on est des chercheurs, ce qu'on était en train de dire essentiellement, c'était écoutez-nous, personne nous écoute jamais, et allongez-nous de l'argent pour qu'on continue à faire nos recherches précieuses sur la psychologie du complotisme. Bon, on prêche un peu pour notre paroisse, mais quand même, le message était sincère. Et quelques semaines plus tard, on voit, non pas dans Le Monde, mais cette fois-ci dans Libération, une autre tribune signée par d'autres chercheurs, dont effectivement le sociologue Bernard Lahire, qui ignore totalement la nôtre de tribune, c'est pas gentil. Et à vrai dire, j'ai pas exactement compris de quoi il s'agissait. Bernard Lahire semblait effectivement dire que c'était pas la bonne approche, qu'il fallait une approche plus large, il fallait enseigner les sciences humaines, la philosophie, la mythologie grecque, toutes ces choses fondateurs, tout un tas de trucs dont des ateliers préparés à cet effet. Et il fallait... Bon, bref, il se trouve que nous, on travaille spécifiquement sur la psychologie du complotisme, qu'on publie sur le sujet dans des revues internationales spécialisées en psychologie cognitive et des domaines associés, etc. Bernard Lahire et ses compères, à ma connaissance, n'ont absolument jamais travaillé sur le sujet. Ils n'ont jamais travaillé directement sur le complotisme ou la mécanique du complotisme, sur l'éducation à la pensée critique, etc. Alors, ça les empêche pas de faire une tribune et de dire que le gouvernement fait tout faux et qu'il faut écouter des gens comme eux qui de toute façon savent déjà tout. Nous, on disait pas on sait tout, on disait justement on n'en sait pas encore assez pour mettre en place quelque chose. Bernard Lahire et ses collègues disent, nous, on sait déjà comment il faut faire, merci, laissez-nous faire, il faut enseigner la sociologie, l'anthropologie, la mythologie grecque, et tout ira bien si, entre parenthèses, pas les sciences, si vous lisez la tribune, vous apprenez au tribune, il faut donner plus
Il faut apprendre enseigner les humanités parce que c'est la seule chose qui permet de voir les choses en perspective, de voir la signification profonde et la richesse inouïe de l'humanité, etc. Et donc, c'est la seule chose qui permettrait à la fois de mettre à l'abri du complotisme, mais aussi d'avoir un regard critique sur nos autorités qui, quand même, c'est pas joli ce qu'elles font, puis elles nous mentent quand même des fois, faut quand même le dire, etc. Donc, eux, ils sont dans cette position-là qui est quand même relativement peu claire. Ils prêchent aussi pour leur paroisse, comme nous, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une opposition nette entre ces deux tribunes qui, je veux dire, dans un but d'instruction comme ça, moi, je trouverais intéressant que tel ou tel prof fasse comparer ces deux tribunes, parce que moi, j'étais content de voir cette tribune dans Libération qui disait pas du tout la même chose que nous, mais aussi avec des bonnes intentions, si on veut bien. Mais je trouve qu'il y a là un parallèle qui est tout à fait parlant sur les positions de chacun dans un débat de société quand même relativement complexe. Ouais, moyen. Je vais faire un peu de provocation. Allez-y alors, Nicolas, je ferai ma provocation. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé là, avec donc, très vite au gouvernement, enfin, à l'éducation nationale, ils ont élargi du complotisme à l'esprit critique. C'est leur grand chantier, c'était l'éducation à l'esprit critique. Et l'éducation aux médias, ça fait partie un peu de l'esprit critique, parce que beaucoup d'informations arrivent par là, par Internet maintenant, surtout YouTube, plus que Google. Et ce qui est assez frappant, c'est la réaction qu'ils ont eue, qui fait paradoxalement la preuve d'un manque d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils ont écouté des gens qui sont pas idiots et de bonne volonté, et qui leur disent, voilà, moi je sais ce qu'il faut faire. Enfin, ils devraient dire, je pense savoir ce qu'il faut faire, mais ils disent, je sais ce qu'il faut faire. Et donc les uns disent, il faut faire des débats philosophiques, les autres disent, il faut faire des cours d'esprit critique et méthode scientifique. Les autres disent, il n'y a rien à faire parce que moi je suis prof de sciences et donc je fais déjà de l'esprit critique dans mes cours. Voilà, il y en a qui font j'en ai rencontré, qui ont créé des cours complets de développement de l'esprit critique. Et à aucun moment, à l'éducation nationale, ils se sont simplement posé cette question, et si on appliquait l'esprit critique à l'esprit critique? Parce que moi, ce qui me frappait, c'était ça, c'était de me dire, ils sont là en train de promouvoir des méthodes pédagogiques parce que c'est proposé par des gens intelligents et bien intentionnés, mais sans jamais se demander s'il ne faudrait pas aller plus loin que son intuition, et si c'est pas parce que quelqu'un pense que ça va marcher, et est gentil, que forcément ça va marcher. Donc je leur ai dit ça en fait. Je leur ai dit, donc c'est bizarre, vous allez en fait mettre des gens dans des classes qui vont expliquer aux enfants qu'il ne faut pas croire, il faut se méfier de son intuition. C'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est vrai, et que le seul moyen d'être raisonnablement sûr, c'est plus ou moins la méthode scientifique, c'est de tester vraiment rigoureusement avec méthode. Mais par contre, vous allez choisir les méthodes pour dire ça au feeling, quoi. Voilà. En gros, c'était ça. Et du coup, on a fait encore toujours la même chose, comme disait Sébastien, on a demandé des sous. et on les a eus, alors, comme on les a eus aussi pour le complotisme. Parce que quand même, ils ont aussi cette idée que c'est bien de tester quand même s'ils ne l'avaient pas fait au départ. Et donc, il y a un projet là qui démarre dans quelques mois sur justement l'éducation à l'esprit critique. Et l'objectif, c'est pas d'inventer des méthodes, parce que nous, on est chercheurs, on n'a pas le contact avec les élèves, on les sent pas aussi bien que les enseignants. Mais l'idée, c'est de développer un outil pour tester l'esprit critique et de l'appliquer pour tester les cours d'esprit critique. Voilà. Et j'en ai parlé, alors, ça a eu un accueil assez favorable, j'étais plutôt content. Par exemple, j'en ai parlé à Sophie Mazet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. C'est une enseignante d'anglais au départ, mais qui a développé un cours optionnel au lycée pour développer l'esprit critique. En gros, elle fait un peu ce que fait aussi le Cortex, qu'on peut voir sur les cours de Richard Monvoisin. L'autodéfense intellectuelle. Donc, voilà, c'est ça, c'est de l'autodéfense intellectuelle. Donc elle fait ça, et quand j'ai discuté avec elle de l'évaluation, elle était très favorable, et puis elle m'a dit, j'espère que ça marche, parce que elle avait envie de savoir, mais voilà. Moi, franchement, je
je fais l'hypothèse que ça marche, je pense que ça marche. Après, je me dis que peut-être il y a des méthodes plus efficaces que d'autres. Mais voilà, je pense que c'est efficace, mais ce serait quand même bien d'en être sûr avant de... Parce qu'on va pas faire perdre du temps aux élèves si ça sert à rien. Et puis même si tout est efficace, il y a peut-être des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres. Et ça, il faudrait le savoir aussi. Ça, c'est important. Ouais. Voilà, donc moi, c'est ça, sur tous ces trucs-là, moi, je pense qu'il y a plein de bonnes idées, mais que maintenant il faut les tester. Que là, on s'est arrêté à... On fait des hypothèses et on les applique avant de savoir si c'est vrai. Je donnais ça comme exemple, oui, parce qu'à l'Éducation nationale aussi, ils ont une théorie qui est que d'abord, il faut mettre en avant ce qui a l'air bien, en le mettant sur le site, en faisant des films, etc., enfin, en mettant du matériel à disposition des enseignants. Et ensuite, dans un second temps, on peut passer à l'évaluation. Oui. Alors, voilà, je me suis dit, heureusement qu'on fait pas ça pour les médicaments, parce que je pense que il y aurait des drames un petit peu nationaux, quoi. Si on commençait par promouvoir un médicament avant de le tester, ce serait embêtant. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de bons et peut-être du mauvais, mais qu'il faut le tester pour en être sûr, quoi, pour en avoir le cœur net. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire sur. Enfin, il y a aussi cette partie du projet là. Voilà, oui, c'est prévu pour le complotisme et c'est prévu aussi plus généralement pour les on en saura plus, si j'ai bien compris, dans quelque chose dans 3 ans, c'est ça? Bon, si voilà. tout va bien. si tout va bien. D'accord. Voilà. Ouais, je voulais juste faire un petit peu de provocation en émettant l'hypothèse que les deux tribunes dont on parlait, enfin dont Sébastien parlait, la vôtre et celle de Bernard Lahire et de ses collègues, il y en a peut-être une qui appartient plutôt au style cognitif systématiseur, qui serait la vôtre, et celle qui est plutôt au style empathiseur, qui est la leur. Bon, c'est juste, voilà. si vous voulez, mais il se trouve que pour avoir pratiqué un peu, pas Bernard Lahire directement, que je trouve très bien, enfin je connais pas quoi, mais disons que l'empathie est pas toujours là où on croit qu'elle se trouve. On a des réactions souvent particulièrement étonnantes et virulentes, et même carrément violentes, de la part de gens qui passent l'essentiel de leur temps à parler d'amour, autrement. Donc voilà, il suffit pas de se dire humaniste et proche des préoccupations du peuple pour en réalité être soi-même réellement si empathique. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé avec les deux principales figures de la tronche en biais, Vled et Mandax, dans une longue discussion sur la zététique et le militantisme. Enfin voilà, on va pas revenir là-dessus, mais si ça intéresse l'audience. Et alors j'ai une dernière question qui est peut-être plutôt dirigée vers Sébastien en fait. Vous avez travaillé, enfin vous êtes penché sur le phénomène Idriss Aberkan, je sais pas comment appeler ça autrement. Je me demande si vous avez envisagé des liens entre les croyances téléologiques, ou disons le style cognitif téléologique, et ce qu'on pourrait appeler la crédulité envers les gourous intellectuels. Donc il y a Aberkan, on peut penser à tellement d'exemples, mais par exemple Jacques Lacan était quand même un exemple assez frappant, ou peut-être même, bon là je vais pas me faire des amis, mais Derrida, il me semble qu'il rentre plutôt dans cette catégorie aussi. Est-ce que vous avez réfléchi je peux ajouter Edgar Morin, Boris Cyrulnik, les Bogdanov, ils sont nombreux. Allez, oui, bon là. Oui, c'est ça. Bogdanov, c'est presque trop facile. Ouais. Non, alors, je dirais pas que j'ai fait des liens entre la pensée téléologique à proprement parler, qui est quand même un truc assez spécifique. Et à vrai dire, pas encore super bien compris sur le plan cognitif. Beaucoup plus simplement, tous ces personnages-là, moi enfin, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer leur succès. C'est ça qui m'épate le plus. Donc, généralement, une fois que vous avez fait le tri, vous êtes allé regarder en détail de quoi il s'agissait, vous constatez immédiatement que leur succès peut pas dériver logiquement de leur travail.
C'est impossible. Donc vous constatez ça, et donc il vous reste à expliquer exactement où se situe le succès. Oui, dans ce long, qui est en fait un chapitre non publié de mon livre Total Bullshit, que j'ai fini par publier à part. C'est une sorte d'inédit, un bonus, on va dire. Pour ceux qui ont acheté le livre, ils peuvent trouver un bonus gratuitement sur Internet. À propos d'un cas particulier, oui, qui est celui d'Aberkan. Moi, je l'interprète. Vous avez mentionné Lacan et Derrida. Lacan et Derrida sont particulièrement, sont connus pour leur obscurité. En d'autres termes, on comprend absolument rien à ce qu'ils écrivent. Et le fait qu'on n'y comprenne rien exige une forme d'attention particulière qui donne l'illusion qu'il s'y trouve quelque chose d'intéressant. Vous voyez, comme vous y comprenez rien, vous faites un effort mental pour comprendre. Et cet effort mental, vous le confondez avec une forme d'intérêt, puisque vous devez turbiner dans votre tête pour comprendre. Ça veut bien dire que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, mais comme vous n'y comprenez rien, ça veut dire que c'est particulièrement profond et intéressant. Et comme vous n'arrivez jamais à mettre le doigt sur la signification exacte de tel ou tel passage, vous passez le reste de votre vie à essayer de l'interpréter dans tous les sens, à lui donner du sens, à lui donner de la profondeur. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'anthropologue Dan Sperber a appelé l'effet gourou. En fait, vous écrivez quelque chose d'incompréhensible, ça force les gens à chercher à le comprendre, en particulier si vous avez la réputation d'être un génie obscur. Voilà. Donc les disciples vont faire ça. Moi, j'ai inventé ou plutôt Idriss Aberkan a inventé l'effet gourou inverse, qui consiste non pas à écrire des choses obscures que les gens vont s'efforcer de comprendre, mais à écrire des choses parfaitement banales et plates, très claires, immédiatement compréhensibles, que les gens vont prendre pour des choses géniales, parce que jamais, vous comprenez, jamais quelqu'un de génial ne dirait des choses aussi banales. S'il dit des choses aussi banales, c'est bien qu'il cherche à dire quelque chose de beaucoup plus profond, mais qu'en réalité, pour se faire comprendre, il s'abaisse au niveau de son lectorat, et donc son message n'est pas la banalité d'un type qui n'en sait pas plus, mais est une perle de sagesse condensée, formatée de telle sorte que le commun des mortels peut y accéder. Mais pour que ça marche, vous êtes obligé de croire que Idriss Aberkan et ses semblables sont des génies. Parce que si c'était juste votre voisin ou votre garagiste, vous ne prêteriez pas la moindre attention à ce qu'il a à vous dire sur les startups, le cerveau, le biomimétisme ou la blockchain. Vous voyez, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Donc, comme vous croyez qu'Idriss Aberkan est un génie, vous êtes obligé de surinterpréter les banalités sans intérêt qu'il profère. Ça, c'est l'effet gourou inverse, oui. Il y a aussi un petit peu d'effet gourou dans ce qu'il raconte quand il prétend utiliser les mathématiques. C'est la seule exception. Ouais. Un peu d'intimidation, un peu d'intimidation mathématique. Voilà, un petit peu, ouais. Juste pour prouver qu'il est vraiment génial et que le reste doit être compliqué aussi. Avec le risque que peut-être quelqu'un qui connaît un peu le sujet va un jour mettre le nez dessus. Et donc, ouais, mais ça n'a pas beaucoup d'écho. Ouais, en général, ça se passe, quoi. Quand quelqu'un a un certain succès, d'ailleurs, c'est vrai en général, mais en particulier de ces gourous, une fois qu'ils atteignent une certaine notoriété, il y aura forcément des gens réellement compétents qui vont se pencher sur leur cas. Vous voulez dire des jaloux pétris remplis d'amertume. C'est ça. oui. Mais en général, enfin, il me semble, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais ce serait difficile à quantifier peut-être, mais de ce que j'ai pu voir anecdotiquement, en général, ça n'a pas vraiment d'effet, quoi. Non, ça, on peut vous le confirmer, ça ne marche pas. Vous faites que prêcher pour votre paroisse, puis amuser la galerie, mais ça, je crois que ça ne marche. Bon, en l'occurrence, peut-être que les médias maintenant sont un peu avertis, vous voyez, puis qu'on va pas non plus continuer à inviter quelqu'un qui a été totalement discrédité. Ce sera à voir dans un avenir proche.
puisque je crois. Ah bah, c'est à mon tour d'être moins optimiste. Ça, je crois. On verra bien. Quoi. On verra bien, mais oui, c'est un peu le seul effet qu'on peut escompter. Et peut-être d'avoir fait changer d'avis des gens qui étaient un peu indécis. Mais plus généralement, c'est d'avoir amusé un peu la galerie des gens qui pensent déjà comme vous. Faut pas non plus être super ni trop ambitieux ni trop optimiste sur ces choses-là. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Parce que sinon c'est trop simple. Si personne ne dit jamais rien, évidemment la situation va jamais s'améliorer. Ok. Voilà, donc je vais atteindre la fin de mes questions. Je vais vous demander l'un puis l'autre si vous voulez encore ajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Sébastien, est-ce qu'on a oublié de non, dire je pense qu'on a fait on a parlé beaucoup. on a fait un grand tour déjà. Non, je ne voudrais pas me lancer maintenant dans encore autre chose. Je pense que ça suffit largement. Merci en tout cas. Oui. D'accord. Ouais, bah merci à vous. Nicolas? Non, pareil, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. Déjà. D'accord. Écoutez, on peut s'arrêter là alors. Et donc, merci beaucoup à tous les deux. Ça marche, avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc ce sera la deuxième seulement discussion de notre podcast. La plupart des épisodes sont des interviews avec un seul intervenant. Et ouais, donc j'espère que ce sera publié d'ici quelques semaines. Et puis évidemment, je vous ferai signe quand ce sera le cas. Ok. Voilà. Merci bien. Très bien. Puis en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore d'avoir pris un peu de votre après-midi.